d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. 77e Assemblée Générale des Nations Unies, le discours du chef de l'État à la tribune ce mardi à New York suscite beaucoup de réactions. Quelques heures avant sa prise de parole, les Kinois interrogés par nos reporters, Abishag Ngoma et Bob Nzamba, ont appelé le numéro 1 de la RDC à être ferme sur la situation d'insécurité qui sévit à l'est du pays. Suivez. Très attendu par la population congolaise, l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies lors de la 77e Assemblée Générale de cette organisation mondiale suscite beaucoup d'interrogations pour les Kinois interrogés quelques heures avant sa prise de parole, avait indiqué que le président Félix-Antoine Tshisekedi doit être ferme quant à la situation qui sévit à l'est du pays avec la guerre imposée par les M23 soutenue par les Rwandais. Il est grand temps pour que le chef de l'État puisse entrer dans l'histoire, dans la cour des grands. Vous savez, Maréchal Mobutu avait dit, en son temps, comme le soleil s'élève. Hein, vous savez le discours de Maréchal Mobutu. Jusqu'à ces jours, ces discours-là continuent à tourner dans nos esprits. C'est maintenant le temps de Fachi. Donc, par rapport à la situation géopolitique de la RDC, par rapport à la situation que la RDC traverse aujourd'hui, nous voulons que le président de la République puisse être clair par rapport à la position de la MONUSCO. Okay? Il doit maintenant bien détailler le rôle que doivent jouer la MONUSCO. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, même lui-même le secrétaire des Nations Unies, puisse avouer que le M23 a une armée moderne qui est bien équipée par rapport à la MONUSCO. Là, c'est un aveu d'échec, c'est une honte. Maintenant, à quoi sert la MONUSCO? Ce qui se passe à l'Est, hein, s'il peut déclarer, s'il peut dénoncer vraiment que c'est Rwanda appuyé par les Américains et les Anglais qui sont derrière cette guerre-là. Et puis, dénoncer aussi tout ce qui s'est fait comme violence du côté Est. C'est ça vraiment les grands discours. S'il peut dénoncer vraiment ça, la guerre à l'Est. L'essentiel est que la paix s'implique et reviennent à l'est de la RDC. La Commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné un lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs pour le test grandeur nature. Cette réception a eu lieu le lundi à l'aéroport de Ndjili par Patricia Nseya, rapporteur de la centrale électorale. Suivez. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Patricia Nseya Moulela, a réceptionné à l'aéroport international de Ndjili le premier lot du matériel d'identification pour l'enrôlement des électeurs livré par Miru System, l'entreprise sud-coréenne ayant bénéficié de ces marchés. Elle était accompagnée du questeur adjoint, Madame Sylvie Birembano Baloumé, et du secrétaire national exécutif adjoint, Marie-Josée Kapinga Bondo. Aussitôt de retour à la CENI, Madame le rapporteur a remis officiellement ses premiers lots au numéro 1 de l'institution. Le test grandeur nature a pour objectif de vérifier la conformité du matériel proposé par les fournisseurs en rapport avec les exigences fixées par la CENI dans les dossiers d'appel d'offres internationales et de s'assurer de la fonctionnalité de ce matériel. Ce test permettra aussi d'étudier les comportements du matériel et du logiciel en situation réelle d'exploitation et d'apprécier le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire les temps d'enrôlement de la population. Une forte délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine a rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Au menu des échanges, la transmission d'une série de doléances sur le social des professeurs d'université ainsi que leur désapprobation des derniers arrêtés ministériels des professeurs d'université qualifiés de fantaisistes. Suivez à ce sujet le professeur Odiko, rapporteur et porte-parole de la Poukine. Vous savez que l'UNIKIN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, est en grève depuis le 20 juillet 2022. Deuxième question, c'est la question de ce que vous avez appris à travers les médias, notamment les nominations qui seraient des nominations fantaisistes, et nous avons estimé que l'Assemblée nationale
avec son pouvoir de contrôle, pouvait exercer les contrôles pour permettre à notre secteur de fonctionner normalement. C'est-à-dire, nous sommes venus demander le secours de l'Assemblée nationale pour que tout ce qui a été nommé de manière fantaisiste, n'est-ce pas, soit retiré des arrêtés. Une autre question, c'est la question du budget, parce que nous sommes pendant la période cruciale, les débats autour du budget de la République, et nous estimons que pour éviter ce que faisaient nos prédécesseurs, n'est-ce pas, passer après les débats de l'Assemblée nationale, donc demander des augmentations, des améliorations des conditions de vie, alors que le budget aura déjà été voté, nous avons estimé qu'il fallait saisir l'autorité budgétaire au bon moment afin de lui permettre à la fois de tenir compte des orientations qui ont été faites par le président de la République lors du Conseil des ministres, mais également de lui permettre, en tant qu'autorité budgétaire, de tenir compte du social de la population, parce que l'Assemblée nationale est une émanation du peuple. Et donc, nous estimons que dans les débats actuels, il est nécessaire que l'Assemblée nationale tienne compte des professeurs d'université dans la répartition, n'est-ce pas, de nos ressources. S'agissant de l'accord de Bibois, vous savez qu'il a été convenu entre les professeurs et le gouvernement. D'abord, à titre de réparation pour les manques à gagner, les véhicules. À part les véhicules, il y a un nombre de professeurs qui prestent depuis plus d'une année et qui sont nommés encore qui sont payés comme assistants de premier mandat ou assistants de deuxième mandat. Certains ne touchent carrément rien et alors qu'ils sont professeurs. D'autres, c'est la mécanisation. Parmi les professeurs, il y a des professeurs qui sont PO, P, voire PA, mais qui ont encore les salaires de base comme assistant de premier ou deuxième mandat, voire comme chef de travaux. Ouverture ce mardi 20 septembre par le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, de l'atelier d'échange entre les points focaux diocésaines et l'équipe d'appui de la conférence épiscopale nationale du Congo pour la bonne mise en œuvre de ces projets. Le point avec Gisèle Toko. Il sera question entre les focaux désignés sous la facilitation de l'équipe de la coordination de la SENCO de s'approprier les principales articulations de l'accord signé entre le gouvernement et la SENCO et les directives de la mise en œuvre des projets. Dans son discours d'ouverture, le prélat, secrétaire général de la SENCO, a explicité le contexte de justification de ces assises qui va durer 3 jours, soit du 20 au 22 septembre. Pour Monseigneur Donatien Cholet, le gouvernement a voulu subventionner l'Église considérant l'ensemble des services que celui-ci rend à la nation congolaise dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement intégral de la personne humaine. Cet accord porte sur l'octroi des subsides au diocèse pour la réalisation des projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RDC. Dans le souci de répondre aux attentes du gouvernement, celle d'apporter tant soit peu des solutions aux problèmes sociaux des populations, le secrétariat général a mis en place une équipe technique servant à apporter son soutien au diocèse pour la bonne mise en œuvre de ces projets. Le gouvernement, à cet effet, va financer des activités prioritaires pour chacun des diocèses avec un montant de 300 000 $ trimestriellement, a révélé le secrétaire général de la SENCO. Le protocole d'accord signé entre les deux parties est pour une durée expérimentale d'1 année à dater du mois de septembre 2022. Et cet atelier d'appropriation est organisé afin d'atteindre les objectifs assignés. S'adressant à la presse, Monseigneur Donatien Cholet, le secrétaire général de la SENCO, souligne que ce n'est nullement question du projet 145 territoires comme d'autres personnes en pensent. C'est plutôt dans le cadre de l'accord entre Église et l'État congolais. En tout cas, le protocole d'accord qui régit cette collaboration ne fait pas mention de programme de 145 territoires. Ici, toujours dans le cadre de sa politique sociale, le président de la République a instruit le gouvernement
de collaborer avec la Conférence épiscopale nationale du Congo en octroyant des subsides au diocèse, des subsides destinés à la réalisation des projets socio-économiques à impact visible. Ici est de noter qu'une équipe d'appui à la coordination du projet est mise en place par la SENCO afin d'assurer la bonne mise en œuvre de ce projet et ce, conformément à l'article 6 de l'accord, particulièrement en ce qui concerne le pilotage, suivi et évaluation. Dans un autre registre, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, a reçu en audience l'ambassadeur d'Italie accrédité en RDC au menu des échanges du programme de développement local des 145 territoires de la RDC. Autres détails avec Gisèle Toko et Georges Libengue. Les échanges entre le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et l'ambassadeur de l'Italie en RDC ont porté sur le programme de développement local de 145 territoires. Occasion pour Jean-Claude Molipé Mandongo de présenter aux représentants de Rome, Alberto Pretangeli, l'opportunité et les avantages d'investir en République démocratique du Congo, particulièrement dans la Chopo et le Nord Ubangi, province qui regorge beaucoup de potentialités, surtout dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures, de l'éducation, de l'environnement, aussi des infrastructures policières. Séduit par les potentialités que regorge la République démocratique du Congo, l'ambassadeur de l'Italie a fait part de la disponibilité de son pays d'investir davantage en RDC, ceci conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui œuvre pour le développement des coins et recoins du pays. Des réactions ne cessent de tomber après la sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies au sujet de la problématique d'insécurité à l'est du pays. Maître Clément Mouza, cadre de l'ECID, estime qu'il faudrait changer cette mission de maintien de la paix à une mission offensive contre les groupes armés opérant dans ce coin du pays. Il le dit au micro de Dadi Louindamo et Niwa Pezo. Les propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ne laissent pas indifférent Maître Clément Mouza. Ce cadre de l'ECID estime qu'il faut changer la mission de la MONUSCO du maintien de la paix à une mission offensive. Celui-ci regrette du fait qu'on cherche à donner un statut particulier au mouvement rebelle du M23. Nous avons vu un diplomate de la MONUSCO être déclaré personne non grata pour avoir dit la même chose que ce qu'a dit monsieur le secrétaire général des Nations Unies. C'est ça, ce que nous appelons le complot international. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies dit aux Congolais qui n'ont pas la logistique pour faire la guerre au M23, cela signifie qu'il y a un problème parce que c'est une organisation qui a pour mission principale la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est tellement grave qu'aujourd'hui, il faut des solutions. Au sujet de l'adresse du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies lors de la 77e Assemblée générale, Maître Clément Mouza pense que c'est le moment pour le chef de l'État congolais de recadrer le secrétaire général de l'ONU quant à ses propos. Déjà en parlant de négociations triangulaires, mais non, écoutez, les M23 c'est un supplétif du Rwanda. Ils font la guerre au Congo par procuration et tout le monde sait que les M23 a des éléments rwandais. Et aujourd'hui, on doit parler d'une rencontre triangulaire. Ce n'est pas triangulaire. Vous avez 4 parties. Est-ce que Vital Kamerhe peut dire aux Congolais quel est le statut de M23? Il peut dire ça aux Congolais. Pourquoi on donne aussi beaucoup d'importance comme ça au M23? Non, je pense que il faut prendre en compte ces éléments. Toute autre procédure constitue pour nous, et nous pouvons qualifier certaines personnes comme état des missionnaires de la balkanisation, et c'est inacceptable pour les Congolais. Les Congolais doivent rester unis en vue de faire face au plan machiavélique de la balkanisation de la RDC qui semble être de plus en plus à l'œuvre.
Le député national Paulin Odiane d'Ensemble pour la République exhorte au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de trouver des solutions quant à la situation d'insécurité dans le Nord Kivu après les propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies qui déclare que la MONUSCO n'est pas capable de faire face au M23. Il est joint au téléphone par Dadi Louindamo. Ce que nous pouvons dire à ce moment, c'est tout simplement déplorer ces propos qui ne cadrent pas avec la mission même des Nations Unies chez nous, parce que la MONUSCO est chez nous pour mettre fin à tout ce qui se passe mais nous constatons qu'elle est plutôt chargée d'élouer la force même du M23, qui est une force purement rwandaise, et en même temps la MONUSCO qui est une force des Nations Unies qui doit à principe avoir une armée professionnelle. Dans son secrétaire général nous dit tout simplement que non, ce ne comptez pas sur cette armée parce qu'elle n'est pas en mesure de vous sécuriser. Donc il nous appartient, nous Congolais, de nous défendre et de sécuriser nos frontières, parce que la Nations Unies ne fera absolument rien pour nous et à notre place. Donc c'est très important que le gouvernement prenne des dispositions pour que nous puissions résoudre les problèmes de conflit à l'Est. C'est clair, nous ne sommes pas soutenus par la communauté internationale dans tout ce que nous sommes en train de faire. Malgré la présence de la MONUSCO chez nous, nous ne sommes pas soutenus par cette communauté internationale. Je crois pour ma part que la MONUSCO est plutôt là pour aider, aider notre pays à se balkaniser. Donc il faut plutôt, nous l'avons toujours suggéré au gouvernement de trouver une force des pays amis pour venir en aide si nous ne sommes pas sûrs de mettre fin au groupe soutenu par les Rwandais chez nous. Autre chose, l'après-COP 27 tenue à Yangambi dans la province de la Chopo, qui a réuni les scientifiques congolais, a été une occasion pour faire sortir l'Institut national d'études et de recherche agronomiques INERA de son isolement, ce qui a été apprécié à juste titre par les responsables de la dite entreprise abandonnée à son triste sort depuis l'époque coloniale. Pourtant, elle constitue le berceau de l'agriculture tropicale et forestière. Les détails dans cet élément signé Doudou Montiri. À la faveur de l'après-COP 27, la conférence scientifique a réussi à sortir l'Institut national d'études et de recherche agronomique de son isolement. L'INERA, une mine d'or, le berceau de l'agriculture tropicale et forestière. Il y avait l'historique et les conditions édapho-climatiques permettaient donc à des cultures tropicales de bien répondre ici à Yangambi. Opérationnel depuis 1933, la richesse de ces lieux est connue au-delà des frontières nationales. Plus de 30 000 ouvrages tiennent la bibliothèque. Ceux qui sont intéressés plus à cette bibliothèque, ce sont les agronomes. Il y a vraiment un nombre minime, trop minime, qui sont détruits par des rongeurs depuis l'époque coloniale. Ce joyau travaille sur plusieurs programmes dont le cacao, l'arachide, le riz, le maïs, dans ces couloirs silencieux et produit un travail de haute facture capable de sauver la RDC aux portes de la famine. Le but du jeu, c'est de produire des semences de pré-base et de base. Des semences qu'on donne aux agri-multiplicateurs, qu'on donne à la communauté, des semences de qualité, des semences qui résistent à des maladies. Pour répondre à la demande du pays, il nous faut un renforcement de capacité, renforcement humain et renforcement aussi financier, renforcement logistique, renforcement technique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce centre peine à bénéficier des frais de fonctionnement. La politique du pays ne met pas le paquet sur ces lignes budgétaires. Il y a eu rupture du soutien de la recherche agronomique. Et c'était foutu, c'était par terre, tout était par terre. Et c'est maintenant que,
avec ce gouvernement de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, qui a l'intention encore sur la recherche scientifique. Le jour où le gouvernement va appeler le directeur général de l'INERA pour présenter ce que l'INERA peut faire dans ces pays, le gouvernement va changer d'opinion. Entre-temps, les résultats de recherche de l'INERA sont à la disposition du monde. Les plus alertes peuvent en bénéficier et imposer la loi sur les marchés des productions. La RDC, face à son développement, le pays doit nécessairement basculer vers le numérique et pour y arriver, le professeur David Koutangila Mayoya des sciences informatiques de l'UNIKIN et doyen de la même faculté à l'Université protestante du Congo donne quelques pistes de solutions pour y arriver. Il a été interrogé par John Mukati. La numérisation de la RDC est la clé de son développement. Et pour y arriver, le professeur David Koutangila Mayoya propose au gouvernement congolais la mise en place d'un réseau à fibre optique et l'informatisation des entreprises publiques par rapport à leurs applications spécifiques. Il ajoute aussi la création d'une agence qui devra être chargée de faire le suivi. Rendre la RDC un pays numérique ou numérisé, je crois qu'il y a deux volets. Le premier volet, c'est le déploiement du réseau national. Mais pour être vraiment, pour ne pas dépendre de ces réseaux, il faut donc que le pays puisse mettre en place un réseau national à fibre optique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'informatisation des entreprises. C'est comme ça que j'ai parlé tout à l'heure de Logirad. Logirad, c'est un logiciel, mais évidemment, c'est un logiciel ou une application distribuée à travers un réseau. Je crois que pour le moment, ça doit être un réseau peut-être ad hoc ou un réseau peut-être qui profite avec du réseau, n'est-ce pas, des télécommunications avec les opérateurs. Mais si on avait un réseau national, c'est encore parfait. Donc, avec ça, il y a l'informatisation maintenant des entreprises par rapport à leurs applications spécifiques, et ces applications-là, ce sont elles qui seront en communication avec les différentes agences des différentes entreprises. Ça permet vraiment le contrôle efficace des opérations au niveau des entreprises, qu'il s'agisse des entreprises étatiques, privées ou publiques. Donc voilà un peu comment est-ce que le numérique peut aider les entreprises d'abord. Maintenant, pour la population, évidemment la population, le peuple, les citoyens, sont les grands bénéficiaires, n'est-ce pas, du numérique dès lors qu'il y a ce réseau national, parce qu'ils peuvent s'abonner à ce réseau. Et en plus de cela, il faudrait, comme le chef de l'État l'avait annoncé, je ne sais pas c'est à quel niveau, l'Agence nationale du numérique qui doit en fait faire le suivi de la mise en œuvre du réseau national. C'est par ici que s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous qui l'avaient suivi. Je vous retrouve encore demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.